Bonjour à tous. Juste un petit mot avant que ce podcast ne commence pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du Tipeee, parce qu'on s'est rendu compte avec Flavie qu'on n'avait pas pris le temps de vous expliquer en fait ce que c'était, parce que depuis le début de la saison on fait des blagues autour du Tipeee et compagnie, mais bon, il y a peut-être parmi vous après tout des gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. Alors, il faut savoir que Tipeee c'est un site de crowdfunding pour financer la vie des auteurs qui proposent du contenu gratuit sur internet notamment. Donc la cellule a une page sur ce site Tipeee, donc c'est tipeee.com, tipeee.com, et donc chacun d'entre vous peut venir sur cette page pour tiper la cellule, c'est-à-dire concrètement lui donner quelques euros, un ou plusieurs euros par mois, pour financer en fait le fonctionnement du site. Vous pouvez comme ça donner 1 euro par mois. 1 euro par mois, ça fait 12 euros par an. C'est pas grand-chose pour vous, mais pour nous, si chacun d'entre vous donne 1 euro, eh bien, c'est suffisant pour pouvoir vivre, faire vivre le site, éventuellement pouvoir même défrayer des invités, parce que côté matériel, comme vous pouvez l'entendre et le constater depuis déjà plusieurs saisons, on a quand même ce qu'il faut. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir la cellule en allant voir cette page Tipeee et en typant la cellule tout simplement. Allez, à très bientôt, je vous laisse avec votre podcast. Dis donc, Cortex, qu'est-ce qu'on va faire avec tout l'argent du Tipeee cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Essayez de conquérir le monde. Oui, allô, maître. T'as quoi comme micro? Vous avez quoi? Attends, je crois que... Micro défoncé par Morgane et Maxime. Ah bon? Ouais. Celui qui se sont mis, tu sais... Ouais, je me souviens de cette histoire, effectivement. C'est affreux ce que tu dis parce que je comprends pas. Je veux des informations. Moi non plus, je ne comprends pas. Ils l'ont mis où ce micro? T'as pas envie de Pourquoi comprendre. je veux plus jamais y toucher? Oh yeah. Il est encore un peu collant, Romaric. Mm. Tu crois que c'est lié à ça? Oui, c'est lié à ça. C'est lié à ça, ouais. Je suis très sérieux, ils ont mis un autocollant dessus et voilà, ça a arraché la peinture. Voilà. Et du coup, il est encore un peu collant. Tout à fait. Oui, ils sont tous C'est un que- peu abîmés. Bah, même. si ça vous Quand ça intéresse, fait moi le longtemps mien que est j'ai bien. pas fait de podcast D'accord. et que je prends le micro et que je vois Romaric avec son casque, j'ai follement envie de hurler dans le micro tout d'un coup. Non, t'amuses Eh pas. bien moi, non, on faisait des ASMR l'autre jour avec Maxime. Bonjour, vous êtes à la cellule. Allez, on y va. On y va. Putain. Et mes poils de testicules. On y va, sinon je laisse Oui, ça avant le générique. Moi, ça me dérange Ça pas. me dérange. Tout le monde croira que c'est Natacha qui parlait alors qu'en vrai, Oh, c'est Flavie. Quel testicule? Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Voilà, bon là maintenant je suis obligé de les... Vous ne me laissez plus le choix. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Pourquoi tu le fais deux Bon fois bah ça va, putain. Aujourd'hui, nous venons tout juste de terminer notre deuxième partie de la campagne Les 5 supplices. Alors, Campagne de Cthulhu V7. La deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième Notre phase. deuxième partie, mais c'est pas une deuxième partie parce que ça fait c'est pas plusieurs séances le deuxième de jeu, au scénario. final, quand Hein, parce qu'on avait dit que lors la première séance, on avait réussi à... même. On a fait l'équivalent de 3 scénarios, je C'est crois, ça. quasiment. Et là, tu vas me dire qu'on a fait 3 scénarios, ça m'étonnerait. Là, c'est compliqué en fait. Là, sur cette séance-là, le deuxième tome. En vrai, c'est le tome 3. Oui, parce que le on tome est avec 1, Adrien. Hein. Ouais, voilà. le tome 1, c'est l'introduction à la campagne, genre pour le MJ, plus les scénars solo. Le tome 2, c'est entre guillemets le tome 1, c'est-à-dire là, on commence à jouer la campagne. D'accord. Et le tome 3, donc c'est le deuxième tome en vrai des aventures. D'accord. Et il est assez particulier parce qu'il est C'est un voyage. il n'est pas découpé en scénario, il est découpé en étapes parce qu'en fait, c'est tout le voyage que les joueurs vont faire D'accord, ouais. depuis Paris jusqu'à la Mandchourie. Et donc, il y a plein d'étapes où il va se passer des petites choses en rapport C'est avec l'Orient l'histoire. Express en avion, quoi. C'est Ouais, ça, un petit c'est peu, l'Orient mais Express non. en avion, Mais mais non. pas tout à fait. Mais non, pas du tout même. Nous sommes avec Natacha. Natacha, ça va? Oui, ça va, merci. Voilà. Parce que bon,
Mais Adrien, il a plus besoin de dire bonjour aux auditeurs depuis que les auditeurs lui ont mis un vent dans les commentaires. Parce qu'il avait dit qu'il dirait bonjour à partir du moment où les auditeurs diraient bonjour et personne. Parce qu'il y a un commentaire. Si, ça a été pas mal suivi. Il y a eu moins 3 ou 4 bonjours. T'avais pas dit, Romaric, qu'à chaque fois que tu recevais des mails, maintenant, des fois, tu recevais juste des mails qui disaient bonjour la cellule. Bonjour la cellule. Ah si, j'en ai eu quelques-uns. Oui, c'est oui, vrai. si. Voilà. Et puis moi, j'avais vu les commentaires de ce truc-là. Il y avait eu. putain, Moi, j'ai pas encore reçu ces mails. Mais du coup, bonjour les auditeurs, excusez-moi. Voilà. Flavie est avec nous. Bonjour. Et donc on retrouve un Moi autre aussi, je fine viens équipe. des mails pour pourrir Romaric. On n'est pas 5, mais voilà, hein, on est les 4 suppliciés de la campagne des 5 supplices. Et effectivement, hein, pour résumer cette... alors on peut peut-être rappeler un petit peu les personnages qu'on joue. Flavie, tu joues un personnage... Marie Westminster. Alors, j'ai adoré créer ce personnage la dernière fois et le reprendre a été un vrai plaisir. C'est une dame dont l'époux est mort en la laissant incroyablement riche et libre. Et l'audace qui parlait en elle est ressortie. Elle est devenue médium, Madame Cali. En gros, elle n'a pas de pouvoir médiumnique, mais bon, elle monte des soirées de ténèbres occultes et cachées et elle s'amuse beaucoup. Mhm. Et tes enfants sont majeurs maintenant, j'imagine. Mes Ils enfants sortent de la sont maison. majeurs, j'ai un certain âge. Parce que vu ce que tu as fait pendant la partie, j'espère que tes enfants dépendent pas de toi. Hein. Non, mais je l'ai même dit pendant la partie. sais. Vous pouvez avoir des enfants, les miens sont grands. Natacha, ton personnage? Donc moi, je joue Sybil Crowley, qui est d'origine française mais mariée à un Anglais et dont le père et le mari travaillent dans le commerce avec la Chine. Le commerce de quoi? L'import-export, Pour l'instant, on exactement. ne le sait pas encore. Le commerce. Je pose la question parce que ça a l'air très obscur. Oui, oui, Natacha. mais c'est volontairement très obscur et ça le restera jusqu'à ce que ce soit révélé. Donc grosso modo, jusqu'à ce qu'on arrive à Shanghai, peut-être. Ah, Commerce d'accord. d'encre de Chine, c'est très obscur. Mhm. Tout Oui, à parce que fait. Natacha est une femme dans le jeu qui est une jeune épouse et qui Pas- a pas aussi Natacha, 90 Sybil. ouais, Sybil, mais qui a aussi 90 en tiré. Hein, donc- Et en charme, c'est Oui, important. ça. Charme. Ouais. C'est l'archétype de la mini-maxeuse. Bah, après, c'est parce que je l'ai un peu pitché, je lui ai dit, bon, Cthulhu, des scores de 30, c'est rigolo, mais ça fait pas le café. Prends tes scores à 90 et là, tu vas poutrer du On en poney. rediscutera parce que en effet, j'ai pas fait le café, mais je me suis bien marrée. Ouais, c'est ça. On reviendra sur la façon dont tu as créé ton personnage. Et moi, je joue un juriste international chargé par le Commonwealth en fait de gérer un petit peu les lois en dehors de l'Angleterre. Ce sont des personnages de Cthulhu très, très classiques avec des archétypes d'enquêteurs, de combattants, d'intellectuels, etc. Et ce qui est important à noter, ce qu'on avait déjà dit dans le podcast précédent, c'est que c'est des Adrien. personnages qui sont amenés à voyager, notamment en Asie. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils ont des liens avec la culture asiatique. Ça faisait partie des prérequis pour les personnages. Ouais. Donc c'était pas mal aussi. Allez, on rentre immédiatement dans la fiction. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir et hier soir? Parce qu'on a fait 2 séances de jeu. Qui veut se lancer? Flavie. Mon Dieu. Parle à ton micro C'est et le pas plus au câble. blanc silence. Flavie, t'es avec nous? Flavie. Ah oui, d'accord. Oui, Elle nous sort son document. D'accord. Ok. Bah oui, c'est Son moi PDF, qui. Parce que au début de la partie, quand il a fallu se remémorer tout ce qu'on avait fait, nos prises de notes éparses n'étaient pas suffisantes. Pas alors du je tout. me suis proposée pour prendre en note. Alors je vais pas dire tout ce qu'on a fait, mais globalement, je vais pouvoir vous dire. Ah là, j'aurais dire juste un point. J'ai trouvé formidable que dans la campagne, pour le meneur de jeu, il y a un résumé des épisodes précédents pour chaque scénario. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment bien. Au début des bouquins, il s'est passé ça jusqu'à présent. Alors ça tient en 5 paragraphes. Il n'y a pas tout, mais au moins dans les grandes lignes, Ça, c'est quand même vachement bien parce que quand même, on sait que pour les grandes campagnes, les très très longues campagnes, il y a parfois des séances qui ont lieu 6 mois, 7 mois, 8 mois plus tard en fonction des disponibilités de chacun. Et là, du coup, d'avoir cette possibilité pour le meneur de retrouver, en fait, même pour lui-même, hein, le nombre de MJ que je connais qui commencent par demander aux joueurs ce qu'ils ont fait lors du dernier scénario, non pas pour vérifier que les joueurs ont bien suivi, mais uniquement pour se rappeler à eux-mêmes ce qui s'est passé. C'est légion, quoi. Donc ça, c'est vraiment un bon point, je trouve, pour cette campagne.
C'est pas mal. Donc voilà, je laisse Fly prendre la parole. Donc on reprend là où on était. On est au milieu d'une gare. Il vient de se passer un truc de fou avec une ombre d'un cerf-volant qui nous a attaqués, qui est rentré dans Longsdale. Bref, on a fait on a fait ce qu'on pouvait, mais ça a fait un fail et donc les méchants s'en vont. Là, on est face à... Comment il s'appelle déjà ? Guédon. Il y a Guédon qui est là, il y a Mei Fang. Il y a Guang Ying. Et Guang Ying qui va très très mal, Guang Ying, parce qu'on lui a volé son ombre et qui va mourir. Ouais. Et Guang Ying meurt. Il meurt en gros en nous disant « Je meurs, mais faites attention à l'océan noir et arrêtez Siphon Lee. » Voilà. Enfin, il nous révèle que l'océan noir est un ennemi de Siphon Lee, mais qui n'est pas non plus un allié de son propre groupe. Sachant que ça, c'est peut-être la partie la plus cryptique de ce qu'il vous dit, parce que c'est ses Il dernières dit, paroles. Ouais, et vous savez même pas ce que c'est que cet océan noir. Est-ce que c'est un lieu ? Est-ce que c'est un groupe ? Est-ce que c'est Jean-Paul, le mec qui s'appelle Océan Noir ? Est-ce que c'est... Et il nous dit trouver les gardiens du dernier sacrilège. Voilà. Alors je remarque que c'est un ressort narratif qui est très, très, peut-être trop utilisé dans cette campagne. Le coup du nom balancé qui veut rien dire au départ et dont on va découvrir. Enfin, je trouve que depuis le départ, c'est un des ressorts narratifs les plus employés. Le fameux Teitran, les noms des personnages même parfois qui sont très cryptiques, très énigmatiques, d'autant plus pour un occidental puisque ce sont des noms chinois. Les noms même des divinités qui sont en cause, là, les 3 divinités majeures qui sont balancées. Enfin, il y a beaucoup de name dropping en fait dans cette campagne pour nous mettre en attente, faire du cliffhanger. Franchement, je trouve que c'est un peu abusé. Enfin, il y a un moment donné où, à force de noter des mots-clés qui vont te servir plus tard, on en oublie. Ouais. D'ailleurs, on a failli en oublier. J'y viens. On a retrouvé aussi des affaires du coup de chez Longsdale qui a été enlevé. On a retrouvé son... ça, c'est un ressort de Cthulhu. On a retrouvé son journal intime. Le carnet dans lequel on a découvert qu'il y avait un grimoire en gros le Necronomicon, hein, faisons simple. Alors là, tant qu'on en est à parler de ça aussi, je trouve le fan service dans la campagne contre-immersif au possible. À Cthulhu Fatagan dans le Necronomicon, oui, un peu. J'ai la sensation de voir une campagne rédigée par des fans de Cthulhu qui veulent à tout prix placer les mots-clés Lovecraftiens. Il faut qu'il y ait Cthulhu, il faut qu'il y ait Necronomicon, quitte à même rouler complètement ou marcher complètement sur la cohérence interne de leur propre jeu, quoi. Du coup, pour toi, ça n'aura aucun... Ah non, moi je pense que c'est... On n'est pas en train de réveiller Cthulhu. Hein. Ah non, moi je pense que c'est juste du fan service, que ça n'aura aucun rapport. Y compris le livre des morts, ça ne changera rien. Franchement, j'y crois pas trop. Pour moi, le livre des morts, en gros, c'est l'espèce de tarte à la crème, le point commun entre toutes les campagnes de Cthulhu, quelles qu'elles soient. Il y a toujours un moment où on fait référence à ça. Parce que de toute façon, le livre des morts, en gros, si j'ai bien compris, en tout cas des campagnes que j'ai faites, c'est qu'en fait, il recense tout. Il dit presque toute la vérité sur tout. En fait, il y a tout, quoi. Si tu lis le livre des morts, t'as 100% mythe de Cthulhu à la fin. Enfin, j'exagère à peine. Et puis le truc, c'est que là, le livre des morts est bien pratique dans le journal intime, parce qu'il permet d'expliquer le trajet qu'a fait Longsdale en allant voir en gros tous les gens qu'il va falloir passer voir. Et avant que le Necronomicon ne se fasse finalement dérober et passer par le portail qui était tatoué sur Longsdale, puisque nous rappelons pour ceux qui avaient vu, peut-être entendu le podcast d'avant, que Longsdale est devenu un portail magique. Voilà, et comme de toute façon le monde des ombres ne peut pas être pénétré par des êtres humains, il n'y a absolument aucune possibilité, à mon avis, que nos PJ puissent un jour récupérer le Necronomicon. Parce que récupérer le Necronomicon, si tu veux, en termes de Cthulhu, ça signifierait... game over, fin du jeu, quoi, puisque t'aurais tous les secrets. Et moi, ça, en fait, le Necronomicon, je trouve qu'à force de Cthulhu, et à force de tout, en fait, de toutes les campagnes de Cthulhu, il a hérité d'une certaine forme de kitsch qui fait que pour moi, il est contre-immersif à tous les coups. Je suis d'accord là-dessus, c'est un des reproches que je ferais, effectivement, c'est le fait d'utiliser le nom. Ils auraient pu garder l'idée du Necronomicon en l'appelant autrement. Parce qu'effectivement, le nom est cité. J'avais demandé si le nom était cité. Un nom chinois, en utilisant... Avec Abdul al-Azrad, on a tous les en fait, poncifs. ça m'aurait moins choqué
Ceux qui mettent juste le nom de l'auteur. Et le livre des morts. Et le livre des morts. Et moi, juste, ça m'aurait tout, plu qu'ils gardent en fait le terme livre des morts parce qu'en plus, il y a une petite consonance égyptienne. Enfin, tu vois, ça, on aurait pu triper autrement. Vraiment le mot Necronomicon qui me gêne parce que en fait cette campagne elle est assez loin des poncifs de Cthulhu sur tout le reste. Justement, c'est pour ça. Et c'est vrai que c'est dommage que là-dessus on revienne vraiment sur le même terme alors que cette campagne, elle a un esprit, elle a une cohérence en elle-même qui est parfaite. Je veux dire, à part ça, l'ambiance est au top. L'ambiance asiatique, mais oui, les ombres, alors pourquoi la culture chinoise, voilà. tout ça. C'est pour ça que c'est immersif le fanservice. C'est parce que ça vient rompre en fait avec une ambiance. S'ils avaient par exemple traduit Livre des morts en chinois et que du coup on n'avait que le nom chinois à notre disposition, comme il n'y a aucun locuteur compétent du chinois autour de cette table et que c'est assez rare en fait encore aujourd'hui. Eh bien, du coup, on n'aurait jamais trop su. Et ça aurait été une espèce d'easter eggs qui, à un moment donné, un mec qui a fait du chinois autour de la table, un jour qui dit « Mais vous savez ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire livre des morts. » Ah, en fait, ça parlait du Necronomicon. Là, alors, ça aurait été bien. Après, mais là, non. Après, le terme livre des morts, pour moi, il peut pas ne pas être de là-dedans parce que quand vous allez rencontrer les gens au Vatican qui vont vous en parler, ben, forcément, ils vont pas l'appeler par le nom chinois, en fait. Ouais, mais eux, ils l'auront traduit en fait à un moment ou à un autre. Mais bon, quand on parle de fanservice, c'est qu'il y a quand même une page en fait du Necronomicon qu'on découvre à un moment, dans lesquelles ce sont les ténèbres de Shub-Niggurath. Je vois pas en quoi Shub-Niggurath et Cthulhu peuvent être. Et Cthulhu Fatagun, le mot. Oui, sur l'un des. Alors, oui, celui-là sur un des messages dans les Fortune Cookies. Ouais. Celui-là, effectivement, c'est juste un Easter egg. Pas uniquement. Il y en a un autre. Dans le carnet de Langsdale, où Cthulhu Fatagun est encore écrit. Oui, et moi, ça me pose un vrai problème, pour la simple et bonne raison que, par exemple, Natacha, qui ne connaissait pas ce même chthonien, eh bien... si, je connais quand même, mais je sais pas, naïvement, je me dis, bah si, peut-être que... Tiens, il y a peut-être un lien. Ouais. Non, peut-être que du coup, c'est utilisé de manière cohérente. Voilà. Sauf qu'en fait, Cthulhu Fatagun, il est partout, quoi. Ouais. Partout, c'est... Ouais. On l'entend dans des mariages, on l'entend partout. Partout. Bon, quoi qu'il en soit, on décide du coup de partir avec Guédon qui nous le propose jusqu'en Mandchourie. Sauf que à cette époque-là, la Mandchourie, il suffit pas d'aller à Paris, Roissy-Charles de Gaulle pour y aller. Il va falloir faire plein d'étapes, donc il faut qu'on se prépare. Donc on a été obligé de préparer une liste de choses. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai noté pour être sûr qu'on puisse pas nous dire qu'on ne l'avait pas. Non mais ça c'est horrible. Il y a de l'eau de vie de qualité. De l'argent. Non, écoute, Flavie, on va peut-être pas faire subir ça. Dérange là-dedans. C'est de la merde. C'est un faux enjeu. Enfin, franchement, en termes de maelstrom et de problématiques, demander à des joueurs de prévoir un voyage, c'est vraiment le niveau zéro de la réflexion intellectuelle. Pour moi, c'est minable. C'est moi qui l'ai fait. Je vous ai donné la liste de ce qui était recommandé. Tout à fait. Il nous a demandé. Je vous ai donné la liste. Je vous ai juste laissé vous la détailler plus. Pour du fluff en fait, pour que... N'empêche qu'on a pris au moins 5 minutes. 5 minutes pour moi c'est une éternité. Hein. Quand il s'agit de questionnements comme ça, 5 minutes c'est déjà trop long. Oh, tu exagères. Oh, non, mais moi j'ai trouvé ça rigolo. C'est quand même un scénar où on allait jouer un voyage en avion pendant des heures. La préparation d'un voyage, ça fait partie du voyage. À l'époque notamment, c'est quelque chose qui vous a pris 1 journée et demie de préparer votre matériel pour le voyage. Je me voyais pas dire, c'est parti, vous avez préparé votre matos, on passe le lendemain direct. Il y a une certaine dissonance entre le temps que ça prend au personnage et le temps que ça prend au joueur. Alors, le truc que j'ai trouvé intéressant dans la préparation, c'est quand tu nous as expliqué les conditions dans lesquelles on voyagerait. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça apportait vraiment quelque chose, tu vois. Quand tu nous as dit, là où il fait froid, vous allez vous arrêter tous les temps, etc., etc. Mais est-ce qu'il y avait besoin d'avoir cet enjeu-là pour Alors, perso, c'est presque un mème de Cthulhu pour moi. Quand tu prépares le truc, si tu prépares pas la liste d'objets... Je trouve ça presque triste parce qu'en fait, moi, cette liste, je la prépare comme un pistolet de Tchekhov. La canne, j'avais des idées bien précises. Quand j'ai dit je prends une canne, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire avec. Il y a 2-3 trucs que j'ai marqués pour l'eau de vie. J'ai des idées bien précises pour plus tard. Je prépare toujours 2-3 objets un peu couillons comme ça qui vont me faire marrer pendant la campagne parce que c'est Cthulhu que j'ai pris cette habitude-là. Non, mais c'est pourquoi pas. Mais en fait, ce que j'ai pas compris, c'est il y a plusieurs moments en fait où Adrien il nous regardait un peu avec son air malicieux en disant vous avez pris ça, d'accord, très bien, genre ok, ça oui, mais sous-entendu, en gros, j'avais l'impression que tu guettais le moment où on allait oublier quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Regarde ça.
C'est aussi beaucoup parce que vous laissez le doute de est-ce qu'il y a des choses que j'ai pu oublier qui sont importantes. C'est aussi une tension que je laisse planer. Ouais, je sais pas. Mais du coup, tu trouves pas ça intéressant, Romaric, c'est ça? L'attention que... Mais disons que, en fait, alors, je l'ai trouvé intéressante la première fois que je l'ai joué. Je m'en souviens, c'était dans un scénario de vampire. Depuis, je trouve ça lassant. C'est-à-dire, en fait, il y a un moment donné, quand tu as joué à, je sais pas, une vingtaine de campagnes officielles de jeux de rôle et qu'à chaque fois, tu te retrouves avec cette problématique-là et ce maelstrom-là, il y a un moment donné, enfin, je me demande si c'est pas avec le Grumpf ou je ne sais plus qui, où on avait constaté qu'en fait, on avait une liste chez nous, dans un cahier, de trucs à transporter en cas d'aventure, parce qu'on en avait marre de cette question et que du coup, en fait, il suffisait juste de ressortir sa liste qu'on sort à chaque fois. C'était, voilà, quoi. Mais il y a ça dans Nealbuck. Tu sais, il y a ce passage au départ. Mais bien sûr qu'on a des torches. Mais bien sûr qu'on a des trucs. Mais bien, tu sais, il y a un moment donné où le nain, où c'est l'aventurier, je sais plus. Bah ouais, parce qu'en fait, dans tous les jeux de rôle, depuis des années, on nous demande ça. Il y en a ras le cul, quoi. Vraiment ras le cul, quoi. Quoi qu'il en soit, on a ce qu'il faut et on part. On a ce qu'il faut et on part. On part, on Avec va passer par Rome. Voilà. On va aller à Rome voir Monsieur le Pape, enfin un de ses sous-fifres. Attendez, pas le pape quand même. Non, un de ses sous-fifres. Pour poser des questions sur l'église de Mar Jabala'a le Catholicos. On va apprendre qu'il y avait des moines, qu'on trouvait le livre, on en reparlera après. Ensuite, on va à Athènes, ensuite on va à Latakia. Puis ensuite, on va à Bagdad. Je crois qu'on Romaric s'endort. Et puis ensuite... Alors, il y aura... Avez-vous déjà vu des moutons qui organisent une fête? Et puis il y aura Paul. Il y aura Jean-Michel aussi. Il y aura Kevin. Bon, J'avoue, j'ai fait exprès. Ça me faisait marrer. Et puis on va à Athènes. Puis après on ira à Latakia. À Hong Un peu Kong. Bhopal. Tu iras voir Kevin qui vient tout seul. Non mais voilà. Bon, sachez qu'il y a eu Karachi, Bhopal, Calcutta, Rangoon. Il se passait rien. Il se passe rien. Donc on a passé. Et puis ensuite on finit à Hanoï et là il se passe Non mais en quelque fait chose. vous n'avez pas eu la sensation qu'il s'est juste rien passé à chaque escale, quoi. Franchement. Oui, on a juste galéré pour trouver les gens qu'on voulait chercher. C'était Et pas chiant. apprendre grand chose. C'était chiant. Je suis désolé, mais autant la première partie, les 3 premiers scénars, je les ai trouvés vraiment haletants, intéressants. Il y avait du symbole, il y avait de l'action, il se passait des trucs. Autant là, c'est ce long voyage là qu'on a joué. Oh, putain, j'ai trouvé ça vraiment chiant. Vraiment super chiant. C'est vraiment le plus mauvais aspect de la campagne pour l'instant. J'ai jamais vu, quoi. J'ai trouvé ça chiant. Pas toi, Adrien? Bah un peu, ouais. Bah c'est des... En fait, c'est des... D'espèces de toboggan. C'est un espèce de toboggan. Ouais, mais qui n'a pas de sens. Le jeu est dirigiste, c'est plein de... Là, mais sauf que là, c'est des petits toboggans. Parce qu'en fait, à chaque escale, il y a le petit toboggan local. Attends, sauf c'est que genre... tout est dans un grand toboggan. Et genre 3 points, quoi. C'est genre trouver machin qui va vous dire ça. Point. Avec des faux points de suspense, genre est-ce que vous voulez attendre ces 3 personnes qui arrivent? Ah bah, moi j'ai trouvé ça plus... Alors là... Si, non, là, non, ça c'est un vrai point. Ouais, ça c'est un vrai point. Moi j'ai trouvé ça intéressant, le moment, justement. Pour moi, les quelques moments intéressants, justement, donc il y a plusieurs étapes où ils vont s'arrêter pour pouvoir discuter d'éléments trouvés dans le journal de Lansdale, dans des lettres qu'il a reçues envoyées de Bagdad, etc., pour en apprendre un peu plus. Mais ça, en fait, on le joue, mais on pourrait ne pas le jouer. Je pourrais juste tout raconter, en fait, parce que il y a peu d'éléments de choix, peu d'enjeux, etc. Les quelques moments où il y a des enjeux, il y a un moment donné où, quand vous êtes à Latakia, vous apprenez qu'un avion avec à bord des Chinois habillés bizarrement, ce qui, bon, à l'époque des Chinois, déjà, c'est bizarre, qui prennent l'avion. Ça, déjà, ça vous met la puce à l'oreille, et vous avez le choix soit de les attendre, mais de perdre un jour de vol, soit de continuer votre chemin et de les croiser en l'air, mais du coup rien ne se passe. Là il y a un enjeu, il y a un vrai enjeu. Moi j'ai trouvé ça cool. Ouais, il y a un autre enjeu, à quel moment quand vous êtes à Hanoï, dans le est-ce désert. que vous allez ou pas Non, quand on est déjà à Jask. Jask, c'est génial. Le moment où on apprend en fait que l'un des 3 ressortissants. Parce que pour info, on a fait le choix de ne pas les attendre, ces Chinois. Hein. On les a croisés en vol. Hein. C'est ça. Et parce qu'on veut arriver avant que Longsdale arrive là-bas. Et donc juste après Bagdad, vous arrivez à Jask, au beau milieu d'un désert côtier, vraiment perdu.
et les officiers locaux anglais ont arrêté un Chinois justement de l'équipage que vous avez croisé sans les rencontrer parce qu'il avait posé problème lors des contrôles des papiers. Et donc là justement l'enjeu c'était qu'est-ce que vous en faites en fait de ce Chinois ? Est-ce que vous le prenez à bord ? Est-ce que vous le torturez pour l'interroger ? Est-ce que vous l'abandonnez ici ? Super intéressant. Qu'est-ce que vous en faites quoi ? Et c'est quelque chose qui est un vrai point en fait. C'est Ouais, pas parce qu'en pas plus anecdotique. on constate qu'il a un tatouage du dragon sur lui, donc c'est potentiellement un messager de ça, Saxon c'était Lee. pas évident que vous en rendiez compte en fait. Hein. Le coup du dragon. Ouais, bah ouais, bien sûr. Ouais. Hein, je veux dire, vous auriez pu. Moi, ne pas franchement, vous poser quand la tu lui question, as demandé en fait. en gros, se foutre à poil pour nous montrer son tatouage, j'ai trouvé ça un peu guvurliche, mon chéri. Parce que je me suis dit, ah non, faut pas lui demander de se mettre à poil. Mais en même temps, quand j'ai vu qu'il avait son saut du dragon, je me suis dit, ah, mais en fait, il a eu vachement raison, Romaric. Ouais, pour moi, ça venait pas de nulle part ta question, mais j'ai trouvé ça vachement. J'ai pas trouvé ça évident que ça se pose en fait, enfin que les gens Les joueurs posent la question, se disent attends, depuis le début on poursuit des mecs. En fait, la vraie question qu'on s'est posée au moment où il y a eu cette question, est-ce qu'on s'arrête pour attendre les 3 ressortissants chinois qui voyagent en opposition à nous ou pas ? C'était est-ce que ce sont des gens qui sont en lien avec le scénario ou pas ? Autrement dit, est-ce que c'est un piège ou est-ce que c'est un piège scénaristique qui sert à rien ? C'est ça, ou est-ce que ce sont bien des serviteurs de Saifun Lee qui est le méchant de l'histoire pour l'instant ? Pour l'instant. Et en fait, c'était le commanditaire. Évidemment. Ça serait pas mal ça. Il rigole. Il y a plusieurs campagnes de Cthulhu dans lesquelles c'est le cas. Hein. Bon, les méchants étaient le commanditaire. Ça, je vais te dire, il y en a pas mal. Hein. Donc, c'est là, pour moi, c'était juste la confirmation que c'était bien des. Il fallait trouver une raison, enfin une confirmation de ça ou une affirmation de ça. Pour moi, s'il n'y avait pas eu de saut du dragon, c'était bon. Le mec, moi, je lui faisais confiance ou presque. C'était bon. D'accord. Donc là, pour moi, c'était évident qu'il fallait le faire. Parce que pour moi, c'était pas. En fait, pour moi, dans votre position, c'était pas évident que des gens qui travaillent pour Saifun Lee aient le saut du dragon, en fait. Ouais, moi, j'y avais pas du tout pensé non plus. Hein. Ah non, si, pour moi, c'est évident. Le type, il sait qu'il aura le contrôle des sauts du dragon s'il réussit à devenir j'oublie toujours le messager des ténèbres, le rançonneur de droit divin. C'est clair que le mec, il va mettre des sauts du dragon partout sur ses sous-fifres. Enfin, et moi, partout où il peut, la preuve avec Natacha. Voilà. Tout à fait. Les croix de sens, je les ai dessinés sur chacun d'entre vous. Vous le sur savez. La fesse gauche. T'as eu la fesse, toi ? Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est évident, d'autant plus qu'il le fait avec nous. Il nous oblige, donc il va évidemment le faire avec ses serviteurs. Donc pour moi, en tout cas, c'était assez D'accord, logique. mais voilà. Donc du coup, cette scène était super intéressante. Oui, mais surtout que moi, quand il a posé la question, même si ça a choqué mon personnage, parce que c'est pas un truc que tu demandes, je savais très bien où Romaric voulait en venir, en fait. C'était voir la peau et voir le... Voir le tatouage. Moi aussi, je voyais où il voulait en venir, bien sûr. Mais j'étais quand même surpris par le fait qu'il y pense, en fait, à faire cette demande. Ouais. Moi, vraiment... Ce que j'adore dans cette campagne pour l'instant, c'est justement ces enjeux autour des tatouages et la symbolique et tout ce qui va autour et tout, le fait que les tatouages s'animent, l'ambiance. Donc moi, c'est là-dessus que moi, le passage que j'ai préféré, c'est le passage avec Tarek Upkai. À Bagdad. Ouais. C'est on arrive en fait à Bagdad où on veut voir du coup cette église qu'on a du mal à trouver. Quand on arrive, tout le monde a peur de cette église. On nous dit que le soir il y a des djinns qui arrivent et tout. Et on rencontre ce personnage il est magnifique, ce personnage qui vit sous terre, qui a le visage tanné, mais on ne sait pas trop pourquoi. Qui passe son temps à regarder des vieux livres et qui a certainement lu beaucoup trop de choses pour pouvoir être encore totalement sain d'esprit. Ouais. Et on ne sait même pas s'il porte pas un masque d'ailleurs, un masque de cuir. Ouais. Est-ce que c'est sa peau tannée ? Est-ce que c'est un masque de cuir ? Est-ce qu'il est trop dans l'ombre pour qu'on voit son visage ? Voilà, et un masque de cuir comme le Necronomicon qui est recouvert de cuir. Enfin, je trouve, du point de vue de la symbolique, moi, il y avait quelque chose là qui je rencontre là. Est-ce que c'est le diable ? Et le diable tentant, le diable qui... et puis il nous montre de nuit, du coup, une page du Necronomicon qui s'anime avec une ombre qui sort. Enfin, je trouvais ça vraiment très beau, même au niveau de la symbolique, ce passage-là. Alors, en plus, il a une forte valeur cthulesque, puisque... ça fait aussi penser aux masques de Nyarlathotep et compagnie. Enfin, les gens masqués dans Cthulhu, ils ont une forte... Et c'est aussi quelqu'un qui nous parle encore une fois de la mythologie de Cthulhu, puisque c'est l'une des personnes qui a touché le Necronomicon de Lansdale. Donc c'est vraiment...
Ouais, et bien justement, en fait, moi, c'est pas une scène qui m'a marqué tant que ça, même si je trouve ce personnage très classe et tout, parce que c'est trop justement fan service. Là aussi pareil, c'est pas pour moi ça colle pas au canon de la campagne. Moi, je m'attendais à ce qu'on vive une scène comme dans le premier scénar où on arrive dans les ombres et il y a des ombres. En plus, on nous prévient attention à des djinns et tout. Et au final, le soir, c'est juste que c'est les personnes avec qui ils travaillent en fait sortent de la cave et ils ont des bougies et du coup, on voit juste leurs ombres. Totalement d'accord avec ça, mais putain, merde, c'est pas une campagne sur Bagdad quoi. C'est une campagne sur la Chine. Tu vois, j'aurais mais il faudrait arriver plus vite en Chine en fait. Mais oui, enfin moi j'ai envie après voilà, c'est là encore une fois c'est très subjectif. La scène en elle-même est très chouette, mais je la trouve un peu anecdotique. Alors au niveau de l'arrivée en Chine, en effet, ça prend du temps. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'on arrive au fur et à mesure vers le continent asiatique. Et qu'au fur et à mesure, en fait, et je pense qu'on en a besoin, on va s'habituer à être lié à ses coutumes. Et notamment, au gros truc que tu as expliqué, au fait de perdre la face, etc., que tu commences à expliquer quand on arrive en Indochine, et qui va finalement nous permettre, je pense, là-bas, de ne pas trop faire n'importe quoi, de pas faire les colons. Ouais, moi, je vais rebondir sur un truc que tu dis, et je pense que c'est, pour moi, l'intérêt de ça, c'est que ça va être vraiment la découverte progressive et l'éloignement progressif culturel, parce que les premières étapes, Rome, ok, c'est méditerranéen, mais ça reste européen. La Grèce, bon, il se passe pas grand-chose. L'Atkia, c'est sous influence française, mais ça commence quand même à être une zone assez loin. Quand on arrive à Bagdad, alors bon, c'est la culture arabe qu'on connaît un petit peu, parce que l'Europe et les Arabes se sont beaucoup, beaucoup côtoyés à travers les âges. Donc c'est quelque chose qu'on en a certes des images un peu d'Épinal, mais ça nous parle. Et puis plus on s'éloigne, plus on arrive sur des choses de plus en plus étranges, en fait, et aussi de moins en moins colonisées entre guillemets par familiarisé, parce que quand vous êtes en Inde, vous êtes dans des enclaves anglaises et donc vous êtes loin de la culture indienne. Par contre, quand vous arrivez à Hanoï, vous êtes très rapidement amené à aller explorer le pays hors de la capitale. Tu commences à faire des descriptions esthétiques en nous disant c'est très beau. J'ai noté aussi que tu avais attaché un soin particulier à nous décrire les paysages à ce moment-là. Et puis c'est nous qui allons devenir les étrangers. Parce que quand ça démarre, la campagne à Paris, c'est eux qui sont exotiques chez nous. Là, c'est nous qui allons être exotiques chez eux. Et donc, vous pensez que finalement, ce voyage et ces étapes sont là pour nous faire progressivement entrer dans un autre univers. Progressivement, mais c'est un peu maladroit, c'est un peu trop long. Moi, la première rencontre avec le vieux sage qui restaure le paravent, là, moi, j'ai vu ça comme un espèce de tutoriel sur la notion de la face, en fait, oui, et sur ce que c'est que s'adresser à un Chinois, respecter ses coutumes et ses valeurs. Sans doute, mais moi, à ce stade-là, j'étais tellement concentré sur ce que je devais dire ou non, sur comment ce dialogue avait lieu, que moi, me concentrer sur justement tous ces aspects protocolaires de socio-chinois, j'ai pas du tout fait attention en fait. C'est pour ça que je parle de tutoriel, parce que c'était encore facile. Bien sûr. On n'était pas encore dans si vous faites une erreur, vous perdez les informations, quoi. Tu les as précisées, du coup je vais les redire parce que je les ai notées. Les choses importantes, c'est sauver la face, discuter en privé pour éviter d'attaquer quelqu'un en public et de lui faire perdre la face, ne jamais dénoncer, éviter le sarcasme, pas de commentaires. En gros, l'idée, c'est que la face, c'est plus ou moins comme l'honneur en Europe, sauf qu'il n'y a pas de notion de vengeance si on nous a fait perdre la face. En fait, je pense que l'archétype, ça va être de se dire... il faut jamais dire non à la personne en face. Il faut toujours accepter l'autorité de celui qui a une certaine autorité, que ce soit un garde, un prince, un commerçant, un cordonnier qui répare votre chaussure, que ce soit et le respect de l'âge aussi. Un aîné a toujours raison. Ouais. Alors après, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez utiliser une formulation qui laisse le doute, mais vous n'allez pas remettre je le ferai plus tard, c'est ça? Non, c'est je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux. Par exemple, si votre grand-père vous dit non, mais là, c'est bon, la voiture, elle passe à gué. Même s'il pleut à torrent, que vous voyez que la voiture ne va pas passer, vous dites, je ferai de mon mieux. Et après, vous essayez un tout petit peu et vous dites, ça ne passait pas, les chevaux avaient peur ou autre. Comme ça, le grand-père a sauvé la face. Enfin, vous avez sauvé la face du grand-père parce que vous avez essayé.
Et vous avez sauvé la vôtre parce que vous avez suivi le conseil du grand-père qui est votre aîné, quoi. D'accord, ouais. Alors moi, un avantage que je trouve génial avec ça, et ce que je trouve qu'on peut retrouver aussi dans des jeux comme Théocalie, etc., c'est que ça crée en fait ça fait système, en fait, ça crée un nouveau système de jeu et d'échange de paroles. Et ça engendre en fait le fait qu'on n'ait pas le droit de ridiculiser les PNJ. Alors ouais, ça c'est super intéressant. Et surtout que jusqu'à présent, vu qu'on joue des Européens qui ont une vision très colonialiste, on se permet beaucoup de blagues, on est très caricatural sur le comportement très autoritaire, colon, très supérieur au Pékin local, quoi. Exactement. Sauf que là, ça va se retourner complètement parce qu'en fait, vous allez être en Chine, certes. Des fois, vous serez dans une situation où vous pouvez vous permettre ça parce que vous êtes entouré du consul, du je sais pas quoi. Mais quand vous allez rentrer en Mandchourie, que vous allez être dans des zones contrôlées par des Japonais, par des Russes, par des Chinois, que l'Européen, il est juste là en observateur distant, ben ça va pas se passer pareil. Et là, effectivement, c'est très important que de changer ce paradigme. Et ce que je trouve cool, c'est que ça va commencer progressivement, mais on l'a déjà vu dans la dernière scène qu'on a jouée. Ça va commencer à instaurer une certaine classe à la fois chez les PNJ mais aussi pour nos propres personnages. C'est-à-dire que pour l'instant on les caricature beaucoup, on se fout beaucoup de leur gueule en fond. On joue en fait pas très en sympathie avec nos personnages, on joue un peu tu vois, disons qu'on les caricature pour le moins, alors que là justement on va commencer à jouer vraiment nos personnages et peut-être même, je pense, à vivre des choses vraiment fortes en interaction avec les PNJ. Je veux bien une petite tasse de thé, si ça nous dérange. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, ce que tu parles d'interaction avec les PNJ. Ce voyage, c'est aussi... En fait, c'est quelque chose que Natacha dit souvent, c'est que c'est important de prendre le temps. Et ce voyage, c'est l'occasion de prendre le temps avec 2 PNJ qui seront là quand même pendant un petit moment sans doute, Mei Fang et Georges Guédon. Peut-être le pilote et le mécanicien aussi, selon comment vous vous comportez avec eux. C'est aussi les liens entre vous parce que pour le premier scénario, les premières parties, vous avez été catapultés ensemble. Et pour moi, c'est aussi l'occasion de créer des anecdotes, de créer des liens en fait. Ouais, mais pour moi, c'est typiquement le genre de truc qui fonctionne pas en jeu de rôle. S'il n'y a pas de truc à réfléchir, s'il n'y a pas de problématique à penser, si on est juste là passif à attendre que tu nous donnes des informations, que tu nous montres des choses, ça fonctionne très 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 mal. Moi je trouve, parce que justement on peut pas... Passif parce que tu n'es pas monté toi sur l'aile de l'avion pour pouvoir remettre... Ah oui, non, mais je dis pas qu'il y a eu pas... Heureusement il y a eu quelques scènes qui étaient très intéressantes, justement, on va peut-être y revenir, mais... voilà. Alors, je parle d'une impression globale là. Je vais revenir sur ta remarque parce qu'en fait, je pense que c'est pas faire justice au jeu là-dessus. Alors certes, c'est long, je suis d'accord, mais vous n'êtes pas complètement passif là-dessus parce qu'en fait, au tout début de cette partie-là, je vous ai fourni une quantité de documents à lire qui fait que là, c'est à vous de... Enfin, moi, je vous ai pas rappelé qu'il y avait les 2... moines chinois qui étaient passés à Bagdad, qui étaient passés à Rome. Et donc à Rome, vous m'auriez pas dit finalement on va poser telle question à tel moine. On aurait pu zapper Rome comme ça, vous passiez à côté d'informations. Il y avait plein d'endroits où si vous accordiez ou non importance aux éléments du récit, alors certes ils sont assez visibles. Mais c'est ça en fait. Ça crée pas c'est pas satisfaisant en termes d'enquête, en termes de, tu vois. Le problème, c'est que comment tu gères cette enquête-là ? Soit c'est des documents qui sont complexes à déchiffrer et du coup, il y a plein de joueurs qui vont passer à côté de plein de choses. Soit c'est du Cthulhu où ça va être le classique du faites un jet de trouver objet caché, mais même si vous ratez, je vais quand même vous donner les pistes parce que... Et en fait, la problématique, on l'a toujours cette problématique dans une partie de Cthulhu. Je pense que le problème, c'est c'est quand on va trouver une information, l'information qu'on trouve est pas assez grande. Il n'y a pas assez de choses en fait qu'on trouve à cet endroit-là pour se dire on a bien fait de faire un détour. Je suis complètement d'accord. Finalement on n'a rien appris. On n'a rien appris en fait. Et à chaque fois on se dit bah oui c'est un petit truc en plus, mais ça va pas nous servir pour après. Donc il y a un petit côté assez frustrant où à la fin tu te dis est-ce que vraiment je vais faire le détour là ? Est-ce que ça va vraiment finir par être utile ? Alors que soyons honnêtes, ça aurait pu être beaucoup plus court. On trouverait toutes ces informations bien plus réunies sur 3 points forts plutôt que 5, 6, 7 points forts. Je pense que ça aurait été pas mal. C'est une question de construction après de l'enquête. Il y a quand même beaucoup de... Alors, on l'a joué en combien de temps 2 fois 3 heures, quelque chose comme ça, ouais.
juste pour vous donner le Est-ce que je pourrais avoir la carte, tu sais, avec tous les points de destination de l'avion, juste pour me rappeler l'estimation par les auteurs, parce que ça, je pense que c'est intéressant de l'avoir aussi. Ils le donnent quelque part en combien de temps ils estiment que ça doit être joué. Alors attendez. Parce qu'on a vu aussi qu'il y avait le premier scénario, je crois, de la campagne était extrêmement court. Genre, on l'avait joué en 30 minutes. Est-ce que... En fait, il doit y avoir une très grande différence dans la façon dont l'auteur fait jouer ça et dont moi je le fais jouer. Ok. Oui, c'est ça, parce que c'est ça, très bien. Là, au tout début, je vois le nom du scénario, c'est Paris d'Iron par les airs. C'est tout le bouquin, quoi. Toutes les étapes. Ouais. Et je vois durée estimée 20-25 heures. Oh mon Dieu, 20-25 heures là-dessus. Mais ils font quoi, les gens? Ouais, là, je sais pas. C'est la question que je me pose, en fait. Plante ta tente, c'est un truc que j'ai assez systématiquement pas réussi à mettre le piquet. une vipère des sables t'attaque. Je sais pas. Il y a un scorpion. Ah, fais ton jet, tu vas devoir aller te soigner. Ah. Donc voilà, nous on l'a fait, on a quasiment fini en 6 heures. Il nous manquerait, je pense, 1 heure de plus pour finir. Mais ça, c'est un truc général sur cette campagne. Hein. Souviens-toi du premier scénario, ce que je disais tout à l'heure quand tu cherchais. Le livret de scénario 2. Ah non, remarque, non, il est marqué durée estimée 2-3 heures. Ah mais non, parce qu'il y a plusieurs scénarios. Donc il faut regarder pour chacun d'entre eux. J'ai l'impression que sur les durées, sur le temps, ils sont vachement... voilà quoi. Parce que, en gros... Ouais, c'est ça. Le tout premier scénario du Théâtre de l'Ombre, juste le Théâtre de l'Ombre, avec Découvrir l'Arcane, c'est 2-3 heures. Alors on l'a joué en 30 minutes. 30 minutes, je crois. Le scénario suivant, La Chine en gare de l'Est. Donc là, vous allez à la gare de l'Est pour faire vos premières découvertes. Durée estimée 5-6 heures. On a dû le jouer en 1h30. Et c'est pareil pour le tout dernier, qui est à partir du moment où vous allez chez William Wilburn et compagnie. Et ça doit être à nouveau des durées absolument... moi, je serais très curieux de savoir comment les gens... durée estimée 6-8 heures. Est-ce qu'ils n'ont pas gonflé les temps pour dire c'est une campagne monstrueuse, tu vois? Pour dire c'est bon, vous avez acheté un bouquin et vous avez mis de l'argent pour pas. Quelque chose. Non. C'est comme quand au contraire, tu réduis le temps sur les annonces de logement, tu réduis le temps entre les transports et la maison. Je suis convaincu que les gens qui ont créé cette campagne, en fait, c'est la même chose que toi avec Sens quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, là-dedans, ils ont écrit certains trucs, mais ils n'ont pas tout écrit. Ouais, c'est possible, et en fait, ils ont plein de choses pour meubler. Parce qu'ils ont plein de PNJ, ils ont plein d'événements qu'ils n'ont pas tout mis là-dedans. Et donc, eux, 6-8 heures, c'est ce qu'ils font en général. Et quelque part, ils anticipent que, comme dans tout jeu de rôle entre guillemets traditionnel, le MJ qui lit ça se l'accapare et fasse des rillettes avec en rajoutant des trucs parce que il n'arrive pas à le faire jouer tel quel. Et donc, oui, on rajoute des PNJ, on rajoute des machins, on fait plein de scènes qui ne servent pas strictement à la campagne. Et donc ça peut durer bien plus longtemps. Et moi les 6-8 heures ça me choque pas en fait parce que il y a des parties qu'on a pu faire avec des gens qui pouvaient durer 11 heures. Ah ouais, mais 6-8 heures là-dessus... 6-8 heures à la gare de l'Est, non mais on... Non, c'était 5-6 heures à la gare de l'Est. Même 5-6 heures. Hein. 5-6 heures à Bagdad. Et pour une expo qui fait 3 pièces, franchement... Sachant qu'on a pris notre temps. Natacha et moi, on s'est quand même inventé des fausses histoires à la con avec des garçons. Des relations. Mais après extra-conjugales. Faut faire attention, c'est que pour moi, c'est pas un point négatif du jeu. Rien faire. C'est pas un point négatif. Certes, les durées sont super gonflées. Si en pratique ça se passe plus rapidement que ça et que la partie se passe aussi bien, c'est pas un problème. Faut pas. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est juste que j'aimais juste ma curiosité vis-à-vis de ces durées. Je suis curieux de savoir est-ce qu'une partie aussi longue peut se passer bien et si oui, qu'est-ce qu'il y a en plus en fait. Et là, j'aimerais bien que les auteurs puissent nous répondre, Alors, ce qu'il faut dire et ce qui est assez impressionnant par contre, c'est qu'en tant que maître de jeu, tu as des détails sur chaque ville, sur chaque personnage qui sont très profonds. Donc qui permettent quand même, pour un MJ qui veut vraiment travailler une cité, une ville, une escale, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, de faire un truc vraiment très dense, très profond, avec beaucoup d'interactions. Ils se sont beaucoup documentés, il y a vraiment plein de pour choses. Ça aussi. Hein. Pas dans toutes les villes, mais par exemple, ça c'est un truc que j'ai trouvé très agréable dans ce 3e tome, c'est que ils ont cité plusieurs passages d'un journal tenu par 2 aviateurs, enfin 2 explorateurs en fait qui ont fait ce trajet-là en avion. Et donc il y a des passages quand ils arrivent à Athènes, il y a le passage de quand ils arrivent à Athènes, quand ils décollent de tel endroit, un passage de ils décollent de tel endroit. Et ça, on sent avec les mots de l'époque et la vision de l'époque qu'est-ce qu'ils ressentent. Et la description. C'est quand même assez intéressant. Je l'ai lu à quelques passages, notamment à Jask,
parce que c'est vraiment un lieu qui est, enfin, je pense que c'est le lieu qui est le plus dépaysant de tous. Ouais, le plus désertique. Tellement on va dire. désolé. Ouais. À tel point que je l'ai cherché sur la carte sur Google Maps, j'ai mis vraiment du temps à trouver Jazz, quoi. C'était Et puis ils ont travaillé plein de choses. On voit bien que même quand on décide à un moment de pas suivre le chemin qui était prévu et d'aller ailleurs, ils ont aussi. Il y a déjà l'itinéraire qui est prévu. Ouais. Alors on s'est arrêté avant Shanghai là. Hein. C'est ça. On n'a pas encore fini le voyage. Vous êtes à Hanoï, vous êtes sur le point de décoller. Nous avons vécu une fusillade Macao. d'anthologie de nullité. Ah oui, alors ça, Natacha, tu voulais parler du système de combat. T'as beaucoup plu. Oui, en fait, j'ai pas compris pourquoi quand tu tires 3 balles sur un 4 même, ou 2 ou 3, je sais plus combien, sur un gars, 4 balles qui touchent quand même, hein. C'est pas 4 échecs critiques, hein. C'est 4 balles. C'est Boromir en fait, t'imagines Boromir. Oui, c'est vrai. Dont la première qui a fait 10 dégâts, donc un des 10, il fait 10, voilà. Voilà. Bon, certes, les autres ont fait 2 à chaque fois, mais enfin quand même. Il continue et il continue avec un point de vie à te poursuivre et à te causer des problèmes. Par contre, à un moment donné, il se pique avec le doigt, il se fait avec une écharpe d'où il se fait une entorse. Il meurt quoi. Ça, j'ai pas compris. Et Romaric, tu disais que bah oui, ça nous sert quand c'est pour nous le cas aussi et qu'on peut tenir avec un point de vie. Ok, mais en fait, je trouve pas ça si intéressant que ça. Moi, je veux bien que mon personnage il soit en méga galère à un point de vie si c'est pour que les méchants en face le soient aussi, quoi. Là, on est en pleine discussion GNS. C'est en fait là vraiment, on va tomber dans une discussion GNS, c'est-à-dire que toi, ce que tu veux, c'est que ce soit simulationniste. Au sens où il faut que ce soit cohérent, il faut que la blessure soit cohérente avec ensuite la description de la suite de la scène. Il faut jouer ces blessures au sens où les blessures sont aussi des couleurs dont il faut s'inspirer pour inventer la suite de la fiction et compagnie et compagnie. C'est ça que tu aurais voulu en faire. Oui, si tu te casses le bras, tu pourras plus écrire, enfin le bras droit avec tes droitiers, tu pourras plus écrire. Mais c'est aussi parce que du coup c'est frustrant parce que déjà que tu minimaxes tes caracs pour arriver à faire quelque chose. Et même en faisant ça, et que tu réussis, en fait, ça sert à rien. Donc, ouais, parce que c'est ludiste, en fait. Cthulhu, c'est un jeu ludiste. Le ludisme, c'est aussi pouvoir se féliciter d'avoir, justement, pensé à regarder le tatouage d'un mec. Ça, c'est du ludisme. J'ai le droit de me vanter, tu vois. Mais je suis pas censé avoir le droit de me vanter de réussir mes jets de dés aussi. Si, tout à fait. Oui, mais sauf que là, c'est pas le cas. J'ai réussi mes jets de dés, mais je peux pas m'en vanter. Natacha, si, justement. Le Gugus, tu lui as fait 10 dégâts. Tu te rends compte, c'est énorme. Derrière, tu lui as fait 1 dégât. Alors, il a perdu 11. Il avait 14 points de vie. Voilà. Tu l'as pas tué. Et derrière, quelqu'un a fait 4 dégâts, ça le tue. Oui, mais sauf que si la personne qui a fait 4 dégâts, elle fait que ça, ça suffit pas en fait. C'est grâce à ton 10 au départ. C'est grâce à ton 10 que vous l'avez dégommé aussi vite. Hein. Ouais, je sais que c'est pareil bizarre, mais dans un jeu ludiste, si tu veux, les personnages sont des tanks de points de vie en fait. Comme dans un jeu vidéo. J'aurais bien aimé. Pardon. Pense que les combats, ça va être plus un jeu de stratégie avec les règles de Cthulhu. Et les règles de Cthulhu sont quelqu'un qui a 1 point de vie, il est aussi efficace que quelqu'un qui en a 100. Donc, tu achèves les blessés. Toujours. Natacha ? Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait au moins une récompense du genre, il a un malus parce que il est blessé, quoi. Ouais, bien sûr. Très simulationniste. Alors, sachant que du coup, moi, j'avais déjà joué à Cthulhu, donc à cause de ça, parce que je suis d'accord avec toi, moi, j'ai pas créé mon perso comme toi, en fait. Mon perso, je lui ai pas du tout mis des grosses caracs, etc., pour pouvoir rater plein de trucs. Et jouer ces trucs-là à ces moments-là. C'est vrai, ouais. J'ai noté que Fly avait changé sa méthode de création de personnages. C'était pas comme ça que tu créais tes personnages. Non, avant, je mettais des grosses caracs dans très peu de trucs et je jouais avec ce que j'avais. Ouais. Maintenant, j'ai plein de petites choses, ce qui fait que je vais faire plein de trucs. Je vais toujours être sur la... Tu vas rater beaucoup de choses. Mais je vais tenter. Sur le nombre que je vais tenter, il y a des trucs que je vais réussir. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi un perso un peu fun à jouer. Parce que du coup, il va se retrouver à faire des trucs un peu débiles, genre rater son jet sur l'avion et s'accrocher à l'aile en disant « Oh, c'est pas comme ça que j'avais prévu le voyage !» Ou au moment de la fusillade, je prends évidemment j'ai beau être à bout portant, mon Derringer, il va très peu toucher. J'y vais avec ma canne et j'essaye de lui taper sur la tête pour qu'il arrête de faire peur au pilote parce que ça me provoque du coup des scènes rigolotes à jouer parce que je sais que de toute façon, c'est pas moi qui vais les buter, quoi. Mais là, de toute façon, Natacha, on touche au gros défaut de Cthulhu. C'est que cet aspect ludiste dans un jeu qui peut te tuer et qui voudrait pouvoir te tuer, ça génère énormément de frustration en fait. Ouais, complètement. Parce que la punition, c'est pas j'ai pas et gagné de gag. XP.
Ouais, et de gag, la punition, c'est pas j'ai pas gagné de points d'XP, c'est je suis mort en fait. Donc le personnage de Flavie, il est rigolo là. Mais s'il n'y avait pas eu ton perso, ça serait pas resté rigolo la scène. Hein. Ah non, on serait mort. Oui, mais du coup, alors déjà, moi ça me dérange qu'on ait besoin de gags pour s'amuser avec Cthulhu. Ouais, et deuxième chose, vous m'aviez dit avant le podcast, oui, parle-en, ça sera intéressant. Mais du coup, si la conclusion, bah oui, c'est le défaut de Cthulhu, je trouve pas ça très intéressant au final. Non, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est plutôt la conclusion que tu en tires. Ce qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, tu dis, il faut achever un mec sur lequel j'ai déjà tiré 3 fois. Alors que toi, tu étais en mode... lui, je lui tire dedans une fois, puis lui une fois, tu vois, en mode vraiment, comme il est blessé, il va marcher moins vite, il va ramper, tu vois, et donc du coup, ça va me laisser le temps. Ce que je trouve intéressant, c'est ta conclusion de dire, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tu prends un mec et puis tu lui tires dessus comme ça, un petit peu bêtement. T'appuies sur n'importe quel bouton de la manette jusqu'à ce que ça fonctionne. Quoi. Et donc, du coup, au final, ce qui oriente tes choix narratifs, ce sont une dimension tactique qui est sans intérêt dans l'histoire. Donc c'est ça la déception que tu ressens et qui est parfaitement légitime. On n'est pas en train de... Enfin, tu vois, nous, c'est un défaut connu de Cthulhu, mais je trouve toujours intéressant que quelqu'un qui ne joue pas souvent à Cthulhu le révèle et le répète. Parce que sous certains aspects, même ce jeu, il y a des gens qui ont montré qu'il était même broken, quoi, qu'il est pété, en fait, le jeu. Il y a des moyens, en fait, de faire des persos qui sont immortels. Alors c'est plus le cas maintenant. C'est plus le cas à cause de cette réaction esquive. La V6, ils ont enlevé le score d'esquive. Dans la V7, tu peux soit esquiver, soit attaquer. Donc du coup, oui, certes, t'es immortel, mais après 200 000 G contre une goule qui t'attaque, au bout d'un moment, elle va te tuer, quoi. Après, voilà, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est un jeu qui reposait sur le fait que les joueurs soient bienveillants à l'encontre même, enfin à l'égard même de son système et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu proposerais du coup, Natacha, pour un jeu comme ça, de faire un autre? Du coup, soit, oui, en fait, moi, mes propositions, ça en ferait un jeu sim, en fait. Enfin, ouais. Soit les bonus au tour suivant, même s'ils sont pas morts, soit la possibilité, ça se rejoint en fait un peu, soit la possibilité de juste obtenir de pouvoir, enfin. J'aurais pu tirer sur quelqu'un d'autre, mais du coup, que de tirer sur quelqu'un d'autre et que ce soit vraiment utile, quoi. Et du coup, tu fais quoi, Romaric, qui lui s'est pris un coup Non, c'est toi qui t'es pris un coup. Moi, je me suis pris un coup à 9. Ouais, j'ai 10 points de vie. Donc, si ta règle, on l'applique aussi à Romaric, je suis mort. Compliqué, hein. Je suis quasiment si c'est toi mort. qui t'es pris ce coup-là, que tu fais plus rien, que c'est toi qui as le 90 de tir, Ceci dit, il me semble, mais je suis pas sûr de ça, que donc Cthulhu, quand tu prends plus d'un dixième ou je sais pas quoi de tes blessures, c'est possible. Alors moi je sais que pour la santé mentale, pour la SAN, je voilà, le sais, mais pour les blessures, Est-ce le problème que ça c'est qu'en existe fait pour moi les j'ai tellement blessures l'habitude qu'un combat, soit tu le gagnes assez facilement, soit tu meurs. Et du coup, j'ai rarement été confronté à la situation où un PJ prend 10 dégâts d'un coup sans que tout le groupe meure derrière, quoi. C'est ça, ouais. Il faut nous y attendre, les amis, il faut nous y attendre. Nous ne terminerons TPK, pas, ouais. tous. Le TPK, un Total Player Killed, qui est le... Voilà, c'est un terme technique du jeu de rôle, ça. C'est pour ça que je le traduis. Le truc, en fait, c'est que je pense qu'à chaque critique qu'on est en train de faire du jeu, le pire, c'est qu'il y a un spécialiste de Cthulhu qui va pouvoir nous situer le paragraphe XY de telle V, telle version. Formulaire Mais dans la voilà, c'est ça. La V7, Dans je l'ai pas lu lequel en tu vas voir. entier. La V7, je l'ai pas lu en entier, j'ai eu la création de perso. Voilà. Et pourquoi tu l'as pas lu en entier ? Mais parce qu'il fait, j'ai déjà dit dans la première version, parce qu'il fait 600-700 pages. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Alors, tu vois, tout ça pour dire que, en plus, ça se trouve, la réponse à Natacha, elle est dans le livre, mais c'est juste qu'on sait pas où on sait pas où chercher, on sait pas comment le prendre, ce système, en fait, quoi. Il est pas, on sait pas ce qu'il cherche vraiment à émuler. Par contre, ce qui fait, c'est qu'il nous fait bien rire, hein. Quand on a une action à faire et qu'on n'a pas la compétence évidente qui permet de le faire et qu'on propose des alternatives, je pense notamment au moment où, tu sais... je suis le premier à faire ça. Des fois, dans une situation, je veux dire, bon, faites-moi un G. Et vous dites de quoi ? Je sais pas, d'une carac qui colle à peu près, quoi. Ouais. Parce que... Souviens-toi quand tu nous as dit, bon,
il va falloir aller ravitailler l'avion en plein vol. Et on a regardé Natacha, t'as 90 en équitation. En fait, non, j'ai 15 en équitation, mais... on a dit, prends le cheval et vas-y, quoi. Genre comme ça, en chevauchant l'avion, en mimant, bien sûr, le geste. Voilà. Et là, ça crée quand même beaucoup de fun, beaucoup de rire et tout ça. C'est-à-dire que la dimension ludiste du jeu aussi, elle est à l'origine, moi en tout cas, du plaisir que je ressens, immense que je ressens à jouer à Cthulhu, à ressentir le ridicule des persos aussi qui sont inadaptés face à certaines situations. D'ailleurs, heureusement que cette scène sur le toit, avec Flavie sur le toit, elle était intéressante, parce que moi je l'ai trouvé très frustrant que pour un jet que j'avais réussi avant, et ça marchait dans la fiction, c'est bon, vous allez pouvoir voler sans problème, finalement c'est scénaristique, vous avez une tempête qui vous tombe dessus. Oh non, c'était pas scénaristique, c'est moi le MJ qui décide de vous faire chier. Je suis désolée, mais j'ai trouvé ça frustrant. Donc, heureusement que la scène était intéressante, parce que sinon... et qu'elle permettait de mettre quelqu'un d'autre en valeur, du coup, parce que... En même temps, je trouve, justement, ça a beaucoup mis ton personnage aussi en valeur. C'était tout était bien. Pas sur cette scène-là précisément, sur la scène précédente. Oui, mais bien sûr. Oui, mais la scène précédente, je l'avais réussi, donc pour moi, la récompense, c'était c'est bon, on fait le trajet sans problème, tu vois. Oui, mais Natacha, tu penses à nouveau jeu sim ou même Non, justement, là, elle pense lude. Elle pense MJ, tu m'as posé un problème X, j'ai résolu X. Pourquoi après tu me reposes X? Au-delà, parce qu'au-delà sim et tout ça, elle pense juste j'ai eu une bonne idée, j'ai fait une action, j'aimerais bien que du coup ça marche. Ouais, exactement. Et du coup, le fait de rajouter un truc. Mais bon, après, moi je comprends Adrien là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait. Le voyage est très plan-plan. À un moment, il faut mettre des trucs, sinon. Sinon, tu remplis pas les 25 heures de jeu, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu ouvres ta valise, fais un jet, c'est bon, il n'y a pas de scorpion dedans. Il y a des manières, je trouve, de faire des rebondissements, justement à l'aide du Troubling Forward dont parle souvent Flavie et puis Manuel Bedouet. Il y a des manières de créer des rebondissements qui engendrent de l'histoire vraiment, vraiment intéressante pour le jeu. Cette phase justement où Flavie a échoué, du coup elle s'est retrouvée couverte de pétrole, donc elle schlinguait, donc il a fallu prendre un bain. Ça nous a permis aussi de voir que c'était difficile de prendre un bain dans la mer. Non mais après la scène créée ensuite était intéressante. Et les scènes créées ensuite étaient intéressantes. C'est juste le moment où le truc se détache. Ok, le truc se détache, donc on va devoir faire le truc pour lequel le truc que j'avais voulu éviter, quoi. Ouais, c'est vrai que quoi. Du coup, ça fait un peu double peine. Hein. Ouais. Oh, ce petit regard implorant de grenouille de bénitier. Adrien demande pardon à Natacha, c'est trop mignon. Mais voilà, c'est... je pense que on a bien résumé là les quelques problèmes. Moi, dernière chose, c'est ce qui me frappe toujours et que je trouve toujours génial, c'est le coup des cartes avec les têtes des personnages qu'on rencontre. Alors là, ça qui poussent en fait à avoir envie de faire du roleplay avec eux ou des histoires avec eux. Et je trouve ça formidable. Et attends de voir ce que ça va donner avec les règles justement d'éthique chinoise qui nous ont été présentées par Mei Fang. Ouais, parce que ça nous a même donné envie de créer des personnages, puisque Natacha a créé 2 personnages sur le même principe. Avec au fond 3 traits. Je trouve des photos. Avec trop des photos, ouais. Mais moi, je trouve ça génial parce que ça crédibilise, ça renforce encore une fois l'immersion et la crédibilité des personnages. Et c'est ce que je disais aussi à nouveau dans le premier podcast, c'est que des personnages... Alors pour l'instant, ils sont tous typés européens, quasiment. Ouais. Quand ça fait 5 officiers de l'armée que vous rencontrez, au bout d'un moment, c'est pas possible. Quand ça fait 10 mecs à moustache que vous croisez, juste dire c'est un mec à moustache, c'est pas suffisant. Non. Et là, en fait, on voit la tête, on voit la bouille, une bouille ronde avec une petite moustache blanche, avec un regard un peu bête, ou au contraire, la petite moustache bien taillée, le regard strict, on sent que c'est un mec qu'il faut pas faire chier. Ça évoque tellement plus. Alors après, moi je les vois pas tout le temps parce qu'elles sont face à vous. Oui, donc, ça c'est un problème pour toi. Je les regarde un peu avant de vous les montrer, je les mets et après c'est vrai qu'il y en a. Là pendant la partie, j'en ai toujours en général 7 de visibles pour les joueurs. Et dans ton livre de règles, les photos ne sont pas mises ? Si, mais en fait elles sont pas toujours à l'endroit où j'en ai besoin. D'accord. Par exemple, la photo de Georges Guédon, elle est dans le tome 2. Ah oui, parce d'accord. que vous le rencontrez au tome 2. Et c'est une carte du tome 2, ça. Donc. Alors que nous, on l'a toujours en face de nous et du coup, ça nous rappelle qu'il est là. Ouais. Ça, c'est pareil. C'est aussi un indice qui nous rappelle qu'ils sont là, donc qui nous pousse encore une fois à faire appel à eux. C'est ça. On fait beaucoup moins appel aux PNJ dont on n'a pas les cartes. C'est vraiment intéressant, ça. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ouais.
Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter ou on s'arrête là-dessus? Ouais. Bah écoute, la prochaine fois vous arrivez en Chine, puis en Mandchourie, et là on sera fin prêt pour aller faire affronter les ombres. L'histoire d'une manière générale, l'esthétique justement des méchants qui arrachent les ombres et tout ça, ça vous plaît pas? Moi ça me plaît beaucoup. Si, mais ça avait été dit au premier podcast. D'accord, moi je me souviens plus de ce qui a été dit au premier podcast. Je crois qu'on l'avait dit en tout cas, parce que moi ça m'avait beaucoup plus marqué au premier podcast justement que là. D'accord, Sur l'enquête de fond, qu'est-ce que vous avez appris? Moi c'est une question que je vous pose éventuellement. Pas grand-chose. Il y a un paravent. Il y a un paravent qui va servir ou pas. Ou qui a déjà servi, ou qui raconte comment... Il y a eu un grimoire qui a été volé et qui a été emmené dans le monde des ombres. On a appris plein de petites choses éparses, mais pour l'instant, j'avoue que je n'arrive pas encore à faire corps, à faire sens avec tout ça. Il y a des choses très intéressantes sur notamment le fait que la province de Mandchourie a été depuis longtemps confrontée à ces ombres. Quand on voit que, par exemple, les 2 premiers prêtres porteurs du Necronomicon cherchaient déjà en fait à lutter contre les ombres, ça fait remonter la menace à plus long, donc ça nous pousse dans l'histoire, dans le passé, ça c'est très intéressant. Maintenant, pour l'instant, tant qu'on n'est pas allé en Mandchourie, on ne voit pas encore les liens de ce côté-là. Le coup du paravent et tout ça, encore une fois, ça nous pousse dans une espèce de vision manichéiste du bien contre le mal, etc. C'est intéressant du point de vue de la symbolique, mais tant qu'on ne sait pas à quoi sert ce paravent, c'est très difficile. Par contre, il y a quelque chose qui commence à bien se dessiner, c'est le côté Sai Feng Li est le premier méchant. Tu vois, le premier arc narratif, c'est affronter ce personnage. C'est au minimum un demi-boss, quoi. Voilà, c'est ça. C'est au minimum un demi-boss. Voire le boss, peut-être, qui cherche à doubler justement cette espèce d'Isnogood, en fait, qui cherche à doubler. À mon avis, Sai Feng Li est le vrai méchant, en fait, mais il cherche à doubler quelqu'un d'autre, peut-être de supérieur à lui. Et vraiment, du coup, ça nous fait un méchant auquel s'attacher, ça nous fait un vrai motif de le rechercher parce qu'il a capturé un mec, il a capturé une nana, donc la fille du tatoueur, il est en train de s'emparer de... A priori, il est après nous aussi, puisque quand Tarek Upkai libère une ombre sans le vouloir, l'ombre qui apparaît est celle du cerf-volant, donc ils ont peut-être libéré des choses après nous. Ouais, et l'ombre aussi est une menace. Or, on a tous besoin de se plonger dans les ombres. Oui, et chaque d'ailleurs, jour, c'était un jeu. C'est quand il faut jouer la nuit, on n'a pas trop envie d'y aller, quoi. Et là, pour l'instant, le stress de la nuit n'est pas encore trop venu. Adrien, t'as pas encore trop joué avec ça. Ouais, mais je sais que dans notre équipement, on a prévu des bougies, des lampes torches. Ah, mais justement, la bougie, c'est aussi une des productrices principales des ombres. Dans la nuit, il y en a beaucoup autour de toi et j'ai pas du tout envie de voir ce qu'elles peuvent faire. Je sais pas comment on va pouvoir lutter contre notre propre ombre, tu vois. Là, la nature de la menace est vraiment intéressante, je trouve. J'attends plus de mystique, plus de symbolique. J'espère que ça va pas tomber dans la tarte à la crème Toulouse, c'est-à-dire qu'on va pas finir avec des tentacules, des conneries comme ça. Ça me ferait vraiment chier. J'ai vraiment envie. Pour l'instant, c'est encore c'est fantastique. C'est encore fantastique. On n'est pas encore dans l'horreur. Et ça, c'est cool. C'est chouette. Parce que oui, on trouve des cadavres sans ombre. Mais on peut toujours se dire que oui, mais la gare était mal éclairée, oui, mais... Elle était trop bien éclairée. Voilà, c'est ça. Enfin, il y a toujours matière, je trouve, ou manière de voir là-dedans juste des éléments mystiques et pas des éléments horrifiques. Et puis même si on était sûr d'avoir bien vu qu'il n'y avait pas d'ombre, ça reste un élément de magie intéressant qui n'est pas juste on trouve du slime quelque part. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est toujours ce moment-là qui va faire le moment de bascule, le moment où on passe justement de la série fantastique, du scénario fantastique, de la partie fantastique à la partie horrifique. C'est à ce moment-là si on saura si la campagne elle est bonne ou pas. Parce que si c'est bien fait, c'est là que ça devient vraiment... à mon avis, c'est une bonne campagne de Cthulhu. C'est une campagne qui sait très très bien faire la bascule entre les deux, sans sombrer dans le ridicule. Parce que le passage du fantastique au horrifique, il peut aussi engendrer des réactions monstrueuses de la part des joueurs, très ludistes, et compagnie. Et là, on verra. Et honnêtement, je pense que cette campagne est prometteuse de ce point de vue. C'est que sur l'écran du MJ, il y a des tentacules, hein. Oui, mais c'est un dragon. Oui, puis ça peut être des sculptures en fait. Ça... Oui, c'est Je vrai. sais même pas quoi il ressemble. Je pense. C'est génial parce qu'Adrien, en fait, il voit pas du tout ce qu'on voit, quoi. En fait, non,
vraiment, je pense que justement, on retrouve les. Enfin, bon, on va voir. J'aime pas trop l'idée du fanservice et tout ça. J'aime pas trop ce que ça engendre pour le moment. Donc, j'ai très peur de ça. Mais j'espère que ce sera bien fait. Et toi, de ton point de vue, Adrien, quand même, de ton point de vue de meneur Alors, de mon point de vue de meneur, j'ai trouvé ça moins linéaire à faire que ce que j'ai anticipé. Ah, d'accord. Moins toboggan. Tu t'es dit, quand t'as lu ça, tu t'es dit, putain, on va se faire vraiment chier. Ouais, pour moi, ça allait être Adrien parle pendant machin, les joueurs attendent et voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié de l'hésitation que vous avez eue sur l'avion des Chinois. En fait, pour moi, c'était un non-choix. Pour moi, c'était obvious que vous alliez les attendre, en fait. Pour moi, ça semblait tellement une perche scénaristique que c'était obvious que vous alliez les attendre. Et je suis arrivé avec des gros souliers de non-habitués à ce genre de perche. Mais c'est pas grave. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça génial que vous l'attendiez pas, en fait. Parce que c'était aussi possible. En fait, il y a plein d'endroits où c'était... Vous pouvez ou non aller à plein d'endroits. Il y a plein de choses qui sont optionnelles. Il y a des choses que vous n'avez pas vues à Paris, par exemple, dont on a parlé un petit peu quand qu'on a compris après, quoi. Genre à un moment donné, on va au fin fond d'une province chinoise pour voir un gars et l'un de ces le premier PNJ qu'on croise nous dit bah non, il est en France. C'est ça. Et donc pareil, le prisonnier. En fait, le prisonnier, j'avais anticipé moins de. Enfin, je sais pas ce que j'avais anticipé. J'avais en tête genre oui, on va lui parler, puis il va ne pas nous apprendre grand-chose, ou on va le laisser là, on s'en fout, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire de ce Chinois-là, et au final, il va créer du jeu, lui, je pense. Au final, il va créer du jeu. Ouais. Et pareil, c'était prévu que vous puissiez effectivement le prendre avec vous jusqu'à super loin, quoi. C'est pas... Mais moi, en fait, j'avais déjà en tête le fait qu'il y avait trop de choix qui étaient des non-choix, et au final, c'était pas tant le cas que ça. D'accord. Ouais, donc j'étais plutôt surpris par ces points-là. Juste par rapport aux trois Chinois, pourquoi est-ce que finalement on ne s'arrête pas pour rencontrer ces trois ressortissants chinois? C'est parce que oui, d'accord, oui, c'est vrai, mais les nombres d'équipage, en fait, on les compte pas parce que on est surtout intrigué par les gens qui sont habillés bizarrement, parce qu'on en a déjà croisé, etc., etc. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les arguments de Natacha. Parce qu'à un moment donné, en fait, Natacha, au cours du dernier scénario, elle s'est fait tatouer un sceau de dragon. Et du coup, en fait, il y a une espèce de course contre la montre qui s'engage entre nous et Sai Feng Li. C'est-à-dire qu'on se retrouve obligé de lui courir après. Il faut qu'on arrive avant. Et du coup, le jour d'avance, là, on ne peut pas prendre le risque. Sachant que vous savez qu'il est parti en transsibérien, qui met environ 15 jours à faire le trajet. Ouais, c'est ça. Que vous êtes parti avec 1 ou 2 jours de retard. On avait calculé, ça se joue à 1 jour près. 1 jour près. Donc voilà. Mais il y avait le moindre imprévu ensuite sur la route. C'est cool. Mais c'est cool de faire ce choix et d'y réfléchir et de prendre le temps de le faire et compagnie. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment bien. Et par rapport à une réflexion juste le fait que le voyage dure longtemps, je trouvais ça. Du coup, ça rend intéressant le moment où on arrive justement au fin fond de la province chinoise et qu'on nous dit ah bah en fait il est à Paris. Tu vois ce que je veux dire? Là, du coup, on dit oh putain, on a fait tout ça. Et là, du coup, le temps qu'on a passé, là où je suis d'accord avec vous par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que c'est intéressant aussi de laisser prendre le temps au temps, de laisser le temps au temps. C'est que ça peut engendrer effectivement. Mais il y a le temps de jeu et puis il y a le temps d'ennui, quoi. Et, bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Hein, j'ai pas dit que c'était parfait, mais pour moi, un jeu une campagne pour prendre de l'ampleur doit forcément être longue. Alors, ça peut être long et meublé. Ouais. Mais il faut qu'il y ait cette longueur pour que des liens puissent se faire. Sauf qu'après, il faut pouvoir le meubler de façon intéressante. Et là, meubler ce genre de voyage, c'est quand même compliqué. Hein. Il y a des longueurs qui ont du sens parce qu'elles sont contemplatives et qu'elles donnent du sens à des personnages. Par exemple, si tu donnes la prérogative à quelqu'un de décrire ce qu'il voit au cours de son voyage, tu demandes ça à chaque personnage. Ouais. Du coup, tu donnes ce qu'il va décrire va donner du sens à son personnage rétroactif. Si moi, par exemple, je commence à dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le côté culturel, la façon dont la justice est donnée, rendue, machin truc. Ça permet en fait en miroir de dire quelque chose de mon personnage. On se décrit très peu, donc on dit jamais qui on est au final. C'est vraiment des personnages de papier qu'on joue à chaque fois, quoi. Et donc du coup, le voyage peut aussi donner du corps à des personnages. Tu vois, là en l'occurrence, moi je trouve qu'on est. N'oublie pas, Romaric, que tu joues des aventuriers avant de jouer un personnage. Mais je sais. Non, mais. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai accepté le contrat social de Cthulhu là-dessus. Mon problème, c'est que j'ai accepté d'être un investigateur. Oui. Mais pour être un investigateur, encore faut-il qu'il y ait de l'investigation. Ouais, si l'investigation, c'est juste vous trouvez un papier sur lequel il est écrit
rendez-vous au point A et qu'au point A, on a un mec qui nous dit X informations, dont une qui nous mène au point B, auquel on va trouver un mec qui nous dit aller au point C. Qui nous dit blablabla, Necronomicon, blablabla. Voilà, c'est ça. En fait, il y a un moment donné, il n'y a pas d'investigation, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de réflexion. C'est juste, c'est ça que je reproche à cette partie. Maintenant, j'avoue être impatiente d'arriver aux prochaines étapes parce qu'à Shanghai, je pense qu'on va découvrir des trucs sur le personnage de Natacha qui a l'air d'être haut en couleur. Alors du coup, je le ferai pas en scénar solo. Oui, on le fera en partie. Ouais. Et ensuite, l'arrivée en Mandchourie. Ah ouais, là vraiment, on va s'éclater parce que là, on va avoir du Maelstrom plein la gueule parce que les problématiques du style Saïk-Fond de Lee, bon, il faut lui dérober un artefact, mais il est gardé par une centaine de mecs dans un manoir, machin truc, comment on y va Et puis, on a déjà une mission politique que nous a donnée Guédon, où il va falloir aller voir le seigneur de guerre. Ouais, non, ça va être trop cool. Avec l'étiquette en plus qui va nous rendre ultra classe et qui va rendre nos PNJ ultra classe. Enfin, là, on va avoir la totale. Moi, c'est ce que j'attends. Hein. Puis, quand tu as décrit l'étiquette, j'ai pas pu m'empêcher de penser mince, qu'est-ce que les Européens, ils ont dû passer pour des idiots, en fait. Parce qu'à mon avis, ils n'ont pas du tout respecté ça à l'époque. Enfin... Ouais, mais c'est respectif, en fait, aussi. Enfin, c'est réciproque, je pense. Mais bon, parce qu'il y a des comportements chinois, je pense, qui découlent d'une culture différente, qui peuvent vraiment détonner en Europe. Et... Comme la servitude, par exemple. Mais bon, je pense que ça va être très intéressant à jouer. Pour un peuple dont l'idéal est la liberté de l'individu, etc. Le fait de devoir dire oui systématiquement à son grand-père, ça a dû apparaître aussi comme quelque chose de... Mais bon, en jeu, ça va vraiment apporter des trucs. C'est clair, je pense que c'est clair. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? C'est bon ? Non, moi ça va. Non, ça va. Je suis content en tout cas, Adrien, que tu aies été surpris en bien, déçu en bien, disent les Suisses, par la campagne. Merci Natacha. C'est trop cool de nous masteriser. Adrien. Merci Adrien. Je vous en prie. Allez, merci Flavie. À tout bientôt. Salut. Salut. Salut.